Aleph Festival de Arte y Ciencia, por medio de la cátedra extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios UNAM, les da la más cordial bienvenida para disfrutar de la conferencia magistral del escritor, sociólogo y antropólogo francés David Le Breton, quien ha profundizado a lo largo de su investigación en el estudio de la corporeidad, creando horizontes magníficos y sensibles de las geografías corporales que nos atañen como seres en el mundo. David Le Breton nos ha dejado ya un legado reflexivo sobre el silencio, el caminar, la risa, el rostro, las expresiones y significantes del cuerpo danzante, la piel, la existencia misma desde su materialidad, el dolor. En el cuerpo se reúnen las experiencias íntimas entre nuestra silueta y su relación con la vida, encarnando el tejido simbólico que le da o no sentido a cada forma de estar, de seguir respirando, en un atisbo de transformación significativa. Y atravesando esa complejidad está el dolor, el padecer de la corporeidad, que encarna la prueba vital del subsistir a pesar de la muerte. Hoy, David Le Breton nos abriga con su presencia plena para hablar sobre este fenómeno tan despierto en lo vivo, el cuerpo doliente. Bienvenue, cher professeur David Le Breton. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir invité de votre belle présence. L'espace, la voix, le corps et notre corps sont à vous. Merci infiniment, Raïssa Pomposo. Merci de votre invitation. C'est un immense honneur pour moi d'être avec vous. Merci à toutes et à tous de m'écouter. J'aimerais tellement être avec vous à Mexico et pour avoir un vrai échange, un vrai dialogue. Mais bon, malheureusement, c'est évidemment un peu paradoxal de parler du corps derrière un écran. Chacun de nous tout seul derrière son écran. Mais bon, nous allons quand même essayer. Voilà. En tous les cas, je suis très heureux d'être avec vous. Je vais d'abord vous donner quelques grands axes de mon propos avant de commencer d'entrer vraiment dans le vif du sujet. D'abord, je voudrais déconstruire une notion de douleur que la médecine voit de manière trop univoque. De même d'ailleurs le sens commun. On a tous de la douleur, une image tragique, alors qu'on le verra, la douleur est en fait un phénomène infiniment complexe. Je voudrais montrer à travers mon exposé la pluralité et les ambivalences de la douleur quand elle relève de l'expérience intime et non plus des schémas neurophysiologiques qui ne disent rien de la manière dont elle est ressentie. Pour l'anthropologie, évidemment, la douleur est un très bel objet parce qu'elle nous montre comment, au cœur de notre intimité, il y a aussi du social, il y a aussi du culturel, du relationnel, du contexte également. Un autre point que je vais développer et qui est vraiment capital, c'est que la douleur est toujours imprégnée de sens. Il n'y a pas de douleur sans souffrance. Toute douleur a une résonance morale. Elle affecte la vie quotidienne, elle ne reste pas dans le lieu du corps qui lui donne naissance, elle déborde sur la vie tout entière. L'opposition douleur-souffrance n'a donc aucun sens. Elle est abstraite. Et s'agissant du patient, à l'hôpital par exemple, ce qu'il ressent, c'est une souffrance. Même si pour le médecin, c'est une douleur. Car le médecin, évidemment, la voit à distance, à travers des données scientifiques, neurologiques. Mais ce qui est intolérable dans la douleur, ce n'est pas la douleur, c'est la souffrance. Alors, la souffrance n'est pas la seule traduction dans la conscience d'une effraction organique. Elle mêle le corps et le sens. Elle est simultanément somatisation et sémantisation. Somatisation qui vient du grec soma, sémantisation qui vient du grec sens. Simultanément, donc, quand on a mal,
quand on ressent une douleur, on est déjà dans une dimension de sens, de signification. En d'autres termes, la douleur n'est pas seulement une série de mécanismes physiologiques, elle touche une personne singulière, insérée dans une trame sociale, culturelle, affective, contextuelle, un homme ou une femme, un enfant ou une personne âgée, marquée par une histoire personnelle. La douleur est d'abord un fait d'existence. Ce n'est pas le corps qui souffre, mais c'est l'individu en son entier. Alors je pourrais ici vous citer d'innombrables biologistes, d'innombrables médecins qui l'ont dit eux-mêmes à leur manière. Bien entendu, c'est parce que la douleur relève de la dimension du sens qu'elle a pu entrer à l'intérieur des sciences humaines et sociales, notamment à partir des années 50 aux États-Unis, à travers les travaux de Mark Zborowski, qui a comparé des populations différentes nord-américaines. Bon, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, je préfère vous parler d'autre chose. Mais donc voilà, la douleur donc est un phénomène aussi social, culturel, personnel, etc. La douleur n'est pas cantonnée à un organe ou à une fonction. Elle est aussi morale. Même si elle touche seulement un fragment du corps, ne serait-ce par exemple qu'une dent cariée, elle ne se contente pas d'altérer la relation familière au corps, elle contamine la totalité du rapport au monde. La douleur implique donc toujours une souffrance. Elle est toujours morale. Le mal de dent n'est pas dans la dent, il est dans la vie. Il altère toutes les activités de la personne, même celles qu'elle affectionne. On distingue traditionnellement la douleur atteinte de la chair et la souffrance qui serait plutôt atteinte de la psyché. Cette distinction commode est ambiguë en ce qu'elle oppose le corps et l'âme comme deux réalités distinctes, faisant ainsi de l'individu le produit d'une sorte de collage surréaliste. Mais la douleur, justement, n'écrase pas le corps, elle écrase l'individu. Elle rompt l'évidence de l'écoulement de sa vie. La douleur, en d'autres termes, est toujours contenue dans une souffrance. Elle est d'emblée une agression à supporter. La souffrance, finalement, c'est ce que l'individu fait de sa douleur. Ce que l'individu fait de sa douleur. Elle englobe ses attitudes, par exemple sa résignation, ou au contraire sa résistance. Sa résistance à l'encontre du flux douloureux. Elle mobilise aussi, la douleur, ses ressources pour tenir le coup devant l'épreuve. En d'autres termes, la souffrance n'est jamais le simple prolongement d'une altération organique, mais une activité de sens. Elle nomme cet élargissement de l'organe ou de la fonction altérée à toute l'existence. La souffrance, donc, c'est le degré de pénibilité de la douleur. Le degré de pénibilité de la douleur, sa mesure subjective. Elle est en proportion du sentiment de violence subie. Elle peut être infinie, c'est-à-dire profondément destructrice, ou dérisoire, supportable. C'est la dimension proprement humaine du sens qui est ici en jeu. Et c'est le parcours que je vous propose que nous fassions à travers un certain nombre d'exemples que je vais prendre. Mais auparavant, une dernière chose que j'allais oublier, c'est que la douleur est toujours à la fois une émotion et une perception. La douleur est une émotion dans la mesure où elle change complètement la tonalité affective de notre rapport au monde. Et elle est aussi une perception, parce que quand je dis j'ai mal à la tête, quand je dis j'ai mal au ventre, je déchiffre, je décode des significations qui traversent mon corps. Voilà. Alors, le parcours que je vais vous faire va un parcours donc à l'intérieur de la dimension du sens, un parcours aussi dans cette espèce de continent immense qu'est la douleur,
Je vais essayer à travers ce parcours de vous montrer qu'il existe d'innombrables douleurs et avec des souffrances qui sont complètement différentes. On va partir dans un premier temps de la douleur subie. La douleur subie qui est celle qui provoque la souffrance la plus grande. Ensuite, nous verrons la douleur choisie, qui est parfaitement supportable, acceptable. Nous verrons également la douleur des personnes sans abri, des personnes de la rue, des personnes habitantes de la rue, parce que très souvent, ce sont des hommes ou des femmes qui ne veulent pas qu'on les soigne, qui disent que leurs blessures, ils sont capables de les supporter. Je parlerai dans un quatrième temps des scarifications, des attaques au corps, c'est-à-dire le recours pour des adolescentes ou des adolescents, le recours à la douleur pour venir amortir, soulager une souffrance qui est dans la vie. Et puis je terminerai par ce qui est peut-être le plus surprenant dans l'anthropologie de la douleur, c'est-à-dire l'érotisation de la douleur dans le contexte du masochisme. Voilà le parcours que je vous propose. Je vous ferai un certain nombre de citations qui viennent des enquêtes que j'ai pu mener. Commençons donc par la douleur subie. La douleur subie, qui est la pire, c'est celle qui nous détruit, c'est celle qui nous dépersonnalise, c'est celle qui nous déshumanise, c'est la douleur de la maladie grave, c'est la douleur qui vient des séquelles d'un accident, par exemple, mais c'est aussi, on le verra, la douleur qui vient de la torture, par exemple. Dans ce contexte, évidemment, la personne éprouve un sentiment de fatalité, un sentiment d'irréversible, un sentiment d'impuissance. Il y a quelque chose de tragique dans cette douleur. Bon, là, je ne vais pas prendre d'exemple parce que c'est banal. On a tous connu autour de nous des personnes qui souffraient de leur cancer ou d'autres maladies. Là, donc, on le voit, la souffrance flambe, la souffrance est immense. Et pourtant, nous pouvons contrôler cette souffrance, contrôler l'intensité de cette souffrance avec ce que j'appelle des techniques de sens, qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui dans la clinique de la douleur. Je pense par exemple à l'hypnose, à l'auto-hypnose, je pense à la relaxation, à la méditation, à la sophrologie, etc. Vous voyez, à travers l'usage de ces techniques, qui sont des techniques du corps, mais aussi des techniques du sens, on ne touche pas au patient. Une séance d'hypnothérapie, vous restez à distance du patient, mais vous construisez avec lui un scénario pour que cette douleur écrasante qu'il ressent, il la ressente de la manière de plus en plus légère, de plus en plus supportable. Alors bien entendu, ce sont des techniques qui demandent aussi du temps. C'est-à-dire qu'il faudra 7, 8, 9, 10 séances d'hypnothérapie pour qu'une personne se sente soulagée de cette souffrance. Mais ça marche. En France, par exemple, l'hypnose est de plus en plus utilisée dans les services de prise en charge de la douleur. Et puis, d'ailleurs, je parle en connaissance de cause parce qu'à plusieurs reprises, je suis intervenu dans un diplôme universitaire qui forme des médecins et des infirmières à l'utilisation de l'hypnose dans la lutte contre les douleurs. Voilà. Alors, donc vous voyez même là, lorsqu'on est dans le pire de la douleur, dans le pire de la souffrance, nous disposons de techniques pour pouvoir contrôler, amortir cette souffrance. Dans l'exemple de la torture, les choses, je vais vous montrer que des choses assez proches peuvent fonctionner. Évidemment, la personne torturée est nue devant des tortionnaires qui vont mettre en œuvre une espèce d'inventivité cruelle sans fin, mais nous disposons d'un certain nombre de témoignages, dans l'histoire de la littérature par exemple, d'hommes ou de femmes qui ont résisté à la torture, qui n'ont jamais dénoncé leurs amis, et puis qui sont sortis un jour des prisons, la tête haute. Je vais vous donner, comme le temps nous est très mesuré, je vais prendre juste un exemple d'un grand écrivain de langue espagnole. C'est un écrivain uruguayen qui s'appelle Carlos Lizcano, qui a été incarcéré pendant, je crois, une dizaine d'années à l'époque des dictatures militaires de l'Amérique du Sud.
dans les années 70. Cet homme, ce jeune homme, il a 17-18 ans quand il est incarcéré, il va être torturé, jamais il ne va dénoncer ses amis, et aujourd'hui, Carlos Lizcano est l'un des écrivains de langue espagnole les plus traduits dans le monde. Hein, il a peut-être une dizaine de livres qui sont traduits en français, et je vais vous donner un témoignage, une citation qu'il donne dans un livre dont le titre français est Le fourgon des fous. Pardonnez-moi, je n'ai plus du tout en tête le titre espagnol, mais je pense que vous pourrez facilement le trouver. Et dans Le fourgon des fous, il raconte son expérience de la prison et de la torture pendant la dictature militaire en Uruguay. Voilà ce qu'il... Alors, donc, cet homme n'a jamais dénoncé qui que ce soit. Pourquoi? Quelle a été cette force de résistance qu'il a réussi à opposer au bourreau, au tortionnaire? Alors, il évoque la dignité. Et vous allez voir, c'est une définition très particulière et très belle de la dignité. Je le cite en français, pardonnez-moi. Ce n'est peut-être pas la dignité du militant politique, mais une autre, plus primitive, faite de valeurs simples, apprises je ne sais pas quand, peut-être à la table de la cuisine de chez moi quand j'étais enfant, au travail sur les bancs de l'école. Ce n'est pas une dignité abstraite, mais une dignité très spécifique, celle de savoir qu'un jour, je devrais regarder en face mes enfants, ma compagne, mes camarades, mes parents. Et même pas autant de personnes. Il me suffit de vouloir un jour me sentir digne devant une seule personne. Fin de la citation. Vous voyez en d'autres termes que Carlos Lizcano a construit une sorte de bouclier de sens euh, que les bourreaux n'ont jamais réussi à franchir. Il y avait cette espèce de bouclier et toutes les violences que pouvait subir Lizcano restaient sans effet sur lui. On pourrait dire d'ailleurs que c'est une sorte d'auto-hypnose, hein, une imagerie intérieure qui fait qu'il y a quelque chose d'inaccessible pour les bourreaux. Alors, je pourrais vous citer évidemment d'innombrables autres exemples de cet ordre-là, mais le temps nous manque. Mais je crois que chacun de nous peut comprendre qu'effectivement, cette espèce de puissance de l'imagination qui fait qu'on peut en effet résister à la souffrance et un jour sortir la tête haute de la prison. Je crois que Carlos Lizcano a aussi compris que si jamais il avait dénoncé ses amis, la souffrance qu'il en éprouverait serait infiniment pire que toutes les douleurs, toute la cruauté que peuvent lui infliger les tortionnaires. Il imagine qu'il rencontrera dans les rues de Montevideo le père ou la mère ou la compagne, le compagnon d'un homme ou d'une femme qui l'aura envoyé à la mort. Et ça, c'est une souffrance qui est absolument intolérable, écrasante. Mieux vaut subir la violence des bourreaux que cette violence d'avoir détruit la vie des autres. Voilà. Alors je vais prendre maintenant, je viens de vous parler de la douleur subie, mais on a vu en même temps que cette douleur subie, nous exercions quand même une sorte de contrôle à son égard hein, à travers des techniques de sens. Maintenant, je vais vous parler de la douleur choisie. La douleur choisie, nous la connaissons tous. Et d'ailleurs, vous-même, Raïssa, en tant que danseuse, je présume qu'à certains moments, vous avez dû vous faire un peu mal pour devenir une bonne danseuse. On ne peut pas imaginer être un bon athlète, une bonne danseuse en restant tranquillement dans son fauteuil. Il faut évidemment s'entraîner longtemps, longtemps et se faire mal. Et puis voilà, pour être de plus en plus... Ah oui, le ballet, en plus, c'est très dur. Voilà. Donc, je vais prendre d'abord l'exemple je vais aller très vite aussi, mais je vais prendre l'exemple du sport. Le sport, là aussi, je crois que tout le monde n'a pas dansé, mais en revanche, tout le monde a fait de la course, a fait de la natation, ne serait-ce que quand nous étions à l'école, voilà. Et toute personne qui a fait un jour de la compétition sait bien qu'on ne peut pas être un bon athlète, on ne peut pas être de bon niveau si on ne s'entraîne pas.
Et l'entraînement, finalement, c'est une manière de repousser la souffrance, une manière d'apprivoiser la souffrance. Donc, une manière de se faire mal, mais en même temps, c'est pour repousser les mâchoires, en quelque sorte, de la souffrance. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais simplement vous citer 3 témoignages d'un garçon qui s'appelle Nicolas, et qui est un coureur de course ultra. Les courses ultra, c'est enchaîner une dizaine de marathons de suite. C'est courir pendant une douzaine d'heures, une dizaine d'heures. Donc il y a une ligne de départ et des centaines de kilomètres plus loin, vous avez la ligne d'arrivée. Donc déjà un marathon, c'est très dur. Enchaîner 6 ou 7 marathons, c'est quelque chose de terrible. Alors j'avais interviewé Nicolas. Et voilà, très rapidement, comment il décrit la douleur qu'il ressent. Au bout de 12 heures de course, on a les cuisses complètement tétanisées. Ça brûle, tout brûle. Chaque foulée, c'est un peu comme une bombe qui explose dans les jambes. À chaque fois qu'on pose le pas, c'est tellement lourd. Et alors je pense à une petite bombe atomique qui explose dans chacune de mes foulées dans mes jambes. J'essaie de ne pas trop lever le pied pour éviter la crampe, parce que dans ces épreuves, quand elle vient, c'est comme si on prenait un coup de couteau. J'ai mon petit secret dans ces courses ultra. Quand je ressens les douleurs, je m'intériorise. J'essaie de faire le vide en moi. J'avance, je continue. Je me concentre sur mes pensées. Et quand j'y arrive, je remonte doucement au classement. Si j'arrivais à mieux me concentrer, je pourrais même faire un podium. Voilà. Donc vous avez là une description apocalyptique de la douleur ressentie par ce coureur. Mais à aucun moment il ne parle de souffrance. Il revendique à la limite cette douleur. Il n'est absolument pas masochiste par ailleurs. Hein, non, il est comme chacun de nous, mais il a développé une espèce de discipline intérieure pour tenir le coup face à cette montée du malaise, de la douleur partout dans son corps. Et vous voyez, la fin de ce qu'il me dit est très intéressante. Et il me dit, quand je ressens la douleur, je m'intériorise, je me concentre sur mes pensées. Vous retrouvez là ce que j'appelais tout à l'heure l'hypnose, ce que je décrivais chez Carlos Liscano comme cette focalisation sur cette notion de dignité. Et je crois qu'on a tous vécu des expériences comme ça. Moi, je me souviens, j'ai fait beaucoup de courses à pied quand j'étais plus jeune, de cross-country par exemple, et je me souviens d'une fois qui m'a beaucoup appris d'un point de vue anthropologique. Ce jour-là, je n'étais pas du tout en forme, j'étais un petit peu malade, je crois, et j'ai pris le départ de la course. Et puis, bon, très vite, je me suis senti vraiment très mal. J'avais mal partout, la ligne d'arrivée était encore à 5 ou 6 kilomètres et je me demandais si j'allais tenir, si ça valait la peine de continuer. Et je me suis dit, c'est idiot d'arrêter parce que tout à l'heure, dans le car qui va nous ramener au club, tout le monde aura fini sa course, tout le monde racontera sa course, et moi, bêtement, je devrais dire, ben, j'ai abandonné. Ce qui n'était pas très glorieux, évidemment. Alors, je me suis focalisé sur un arbre que je voyais devant moi, de 200 mètres devant moi, et je me suis dit, je regarde cet arbre, si je suis aussi mal dans ma peau en arrivant devant l'arbre, j'arrêterai. Et je regardais l'arbre, et en arrêtant de me concentrer sur ma douleur, j'ai réussi à retrouver à nouveau ma respiration. En d'autres termes, plus on pense à sa douleur, et plus on a mal. D'où la force de l'hypnose, d'où la force de la méditation, de la relaxation, etc. Plus on pense à sa douleur, et plus on lui donne de l'énergie. Donc, le coureur à pied, ou Nicolas par exemple, ou dans l'exemple que je vous raconte qui me concerne, le fait de fixer sa pensée sur autre chose fait que vous arrêtez de vous dire j'ai mal, c'est insupportable, etc. Et à ce moment-là, vous êtes capable de continuer, voilà, vous surmontez l'épreuve. Alors, donc, on est dans la douleur choisie, la douleur que la personne accepte.
La douleur choisie, c'est ce type de douleur dont on peut dire « ça fait mal, mais ça va, j'accepte, je tiens le coup ». Une autre citation de Nicolas, bon, je la résume, il dit en d'autres termes que s'il n'y avait pas la douleur, les courses ultra seraient sans intérêt. Il dit ce serait donné à tout le monde. Tout le monde voudrait faire des courses comme ça. Donc dans ce cas-là, ça n'aurait aucun intérêt. Alors là, évidemment, on peut voir dans le propos de Nicolas une sorte de virilisation. C'est-à-dire, c'est un homme, il veut aller, il se sent fort, et voilà, la douleur ne lui fait pas peur, il est content qu'il y ait de la douleur, parce que ça sélectionne en quelque sorte ceux qui vont être capables de surmonter la douleur, et les autres qui sont des gens plus ordinaires. Mais Nicolas m'a beaucoup intéressé quand il m'a évoqué soudain une douleur subie. Là, on pourrait dire, un garçon comme Nicolas, qui nous dit que quand il fait des courses ultra, c'est comme s'il avait des bombes atomiques qui explosaient dans ses jambes, on peut dire, pour Nicolas, une douleur subie, ça doit être peu de choses, parce qu'il a une force de résistance, une force de résilience, mais pas du tout. Lorsque Nicolas ne choisit pas sa douleur, il est effondré complètement. Alors, je le cite, il a une sciatique. Voilà ce qu'il me dit. C'est pas pareil une sciatique. Là, je ne peux pas courir. C'est une douleur mécanique, subie, désagréable. Quand je m'aligne sur un ultra, j'ai les muscles qui brûlent, mais c'est moi qui gère ma douleur, c'est ma douleur. Je l'ai choisie, je l'ai acceptée. Je sais qu'elle va venir. Tandis qu'une blessure comme une sciatique, c'est involontaire, c'est une ennemie. Moi, je ne lui ai rien demandé. C'est vraiment extraordinaire parce que une sciatique, finalement, ça paraît tellement peu de choses au regard des coups de couteau qu'il ressent dans ses jambes, au regard des bombes atomiques qu'il explose, etc. Bon, mais non. Mais il nous dit très très bien, il nous dit de façon limpide, ce n'est pas ma douleur, je ne l'ai pas choisie, voilà. Et donc, à ce moment-là, la douleur subie, elle fait souffrance chez Nicolas, alors que la douleur choisie, il l'accepte, même si elle peut nous paraître à nous terrible, évidemment. Alors, ce que décrit Nicolas, évidemment, des millions de sportifs à travers le monde pourraient le dire, mais aussi, évidemment, d'innombrables danseuses et d'innombrables autres personnes qui sont dans des disciplines corporelles parfois très intenses, qui exigent de se rentrer dedans, comme on dit en français, hein, qui exigent de se faire mal. Un entraîneur d'athlétisme, par exemple, dira aux jeunes, si tu ne te fais pas mal, tu ne seras jamais un champion, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas une souffrance qu'on demande à ce n'est pas une souffrance qu'on demande à la danseuse non plus. C'est justement d'apprivoiser la souffrance, faire en sorte que ça fasse mal, mais que ça reste encore dans le domaine du tolérable. Quand ça reste dans le domaine du tolérable, alors on peut aller très loin. Je dirais d'ailleurs que quand ça reste dans le domaine du tolérable, on est à un niveau minimal de souffrance. Par contre, quand ça devient intolérable, quand on est envahi par la souffrance, c'est là où on abandonne, c'est là où on arrête, parce qu'on n'en peut vraiment plus. Alors, de cette douleur choisie, je pourrais prendre aussi beaucoup d'autres exemples, par exemple dans le body art. Dans le body art, vous avez des artistes qui s'écorchent vifs. Je pense à Gina Pane, par exemple, une grande artiste italienne qui se maquillait avec des lames de rasoir pour dénoncer la violence faite aux femmes en termes de beauté. Elle voulait montrer qu'il y a une forme de violence, une forme de souffrance que nos sociétés imposent aux femmes, et elle l'a métaphorisé en quelque sorte à travers cette performance. Mais beaucoup d'autres performances de Gina Pane impliquaient également de se faire elle se blessait, elle montait des escaliers qui étaient avec des pointes, où les marches étaient avec des pointes, etc. Mais quand on interrogeait Gina Pane sur la souffrance qu'elle pouvait ressentir dans ses performances, elle disait toujours, ça ne me fait pas mal, quand je vais faire une performance, je me mets en condition. Je me mets en condition. Et elle arrivait dans la galerie, dans le musée, et elle était prête. Elle ne souffrait pas de ce qu'elle s'infligeait.
Alors, il y aurait beaucoup d'autres exemples, par exemple le tatouage, hein, qui est un exemple aujourd'hui bien banal dans nos sociétés occidentales. Le tatouage, on peut dire qu'en principe, ça fait mal. Un tatouage sur une surface relativement grande, mais non, en fait, les personnes qui se font tatouer sont tellement heureuses de ce tatouage, le vivent comme un moment de métamorphose intérieure, comme un moment de jubilation. La dimension de la souffrance, donc, est complètement amortie, anéantie. Et d'ailleurs, ils vous disent no pain, no gain. Si tu n'as pas mal, tu ne seras pas beau, tu ne seras pas belle. Et j'ai mené beaucoup d'enquêtes sur le tatouage. J'ai écrit d'ailleurs aussi un livre d'anthropologie autour du tatouage. Toutes les personnes que j'ai interrogées, aucune ne m'a dit le tatouage, ça fait vraiment très mal, je ne recommencerai jamais. Hein, on vous dit au contraire, le témoignage, c'est bien sûr le tatouage, ça fait mal, mais tu vis un moment tellement important dans ta vie que tu es heureux que ça te fasse mal parce que ça te rappelle, quoi, que ce n'est pas un moment indifférent. Donc, voilà. Voilà, donc comme dans la mesure où il y a quelque chose souvent d'un peu initiatique dans le tatouage, il y a une acceptation finalement de ce que ça fasse mal. Mais ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas du tout une torture évidemment. Alors, il y a les pratiques de suspension aussi, qui peuvent paraître absolument sidérantes. Les pratiques de suspension, c'est d'avoir des crochets qui passent sous la peau, des crochets en métal qui passent sous la peau, qui sont tenus par des cordes, et puis vous êtes hissé dans l'espace, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Voilà. Donc ce sont des performances qui sont assez courantes aujourd'hui. Bon, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Énormément de choses m'ont intéressé, évidemment. Et donc j'ai accompagné comme ça un certain nombre de garçons et de filles qui se livraient à ce genre d'expérience. Et donc, ce sont des garçons ou des filles qui ne ressentent aucune souffrance non plus. C'est-à-dire qu'ils contrôlent. Hein, à travers cette espèce d'imagerie mentale, ils voient la souffrance qui est au loin devant eux, ils la voient qui se rapproche d'eux, mais ils réussissent à la contenir. Et puis, il y a un moment où ils sentent qu'il faut qu'ils s'arrêtent, parce que s'ils ne s'arrêtent pas, par contre, ils vont terriblement souffrir, et à ce moment-là, ils font signe à leurs compagnons, à leurs compagnes de les redescendre. Et ils redescendent. Voilà. Alors, je vous raconte aussi une anecdote. Euh, d'un ami qui s'appelle Luca Spira, qui est bien connu parce qu'il parcourt le monde pour faire des performances extrêmement dures. Et Luca Spira m'avait invité un jour à Avignon, là où il avait une boutique de tatouage et de piercing, pour faire un débat avec lui, donc à travers mes recherches justement sur la douleur. Et à un moment donné, on a vu un documentaire où on voyait Lucas Pira avec la peau hyper tendue, et puis comme ça, bon, c'était en effet une image extrêmement spectaculaire. Et quelqu'un dans la salle a dit, c'est impossible que vous ne souffriez pas, on voit très bien comment votre corps est abîmé, torturé, etc. Et Lucas Pira, avec un sourire lumineux, a dit, non, c'est exactement ce que David explique, je ressens la douleur, mais je ne ressens aucune souffrance. Voilà. Vous avez donc là de beaux exemples du fait que quand la douleur est choisie, elle reste dans le domaine d'action, dans le domaine de résistance de l'individu. Donc il n'y a pas de raison qu'il en souffre. S'il en souffre, il va se retirer, évidemment. Alors, je pourrais comme ça continuer avec les rites de passage, par exemple, des sociétés traditionnelles, puisque pratiquement tous les rites de passage, tous les rites d'initiation impliquent de la douleur, impliquent qu'on fasse mal aux jeunes. Mais là aussi, les ethnologues ne décrivent aucune souffrance. Ils décrivent des jeunes qui vivent avec fierté le rite de passage. Alors, donc, je résume mon propos. Je vous ai parlé tout à l'heure de la douleur subie, celle qui fait violence. Je vous ai parlé tout de suite de la douleur choisie, celle que nous pouvons contrôler. Je vais vous donner maintenant un troisième exemple qui est assez douloureux, assez émouvant d'une certaine manière. C'est la clinique des personnes sans abri, ou de ce que vous appelez en Amérique latine les moradores des ruas, hein, les gens qui vivent dans la rue. Et là, il se trouve que dans la société française, évidemment, malheureusement, il y a aussi des millions de gens qui vivent dans la rue, et il y a un certain nombre d'hommes ou de femmes qui refusent les soins.
Refusent-ils les soins parce que ce sont des hommes ou des femmes d'un stoïcisme extraordinaire, des gens très endurants à la douleur? Pas du tout. Je dirais simplement que ce sont des gens qui refusent les soins parce que la souffrance qu'il y a eu dans leur vie fait qu'ils n'ont plus tellement les moyens de ressentir une douleur dans leur corps, entre guillemets. Hein. Je vais vous donner un exemple que je trouve tragique et que j'emprunte à Xavier Emmanueli, qui est un médecin qui s'est longtemps occupé des personnes de la rue et qui avait une consultation à l'hospice de Nanterre. Xavier Emmanueli se souvient d'une femme d'une cinquantaine d'années qui se présente à la consultation. Je cite le témoignage. Cette femme avait mal au ventre. Elle dit mal au ventre. Elle traîne un peu, elle hésite. On la sent embarrassée, n'osant pas dire. Finalement, elle nous parle d'un bouton qui la gêne. Elle désigne sa poitrine d'un geste vague. On découvrira un cancer du sein au stade terminal, jamais montré, jamais traité. Il avait rongé la face interne du sein gauche, tiré les chairs comme un grappin et creusé un trou large comme 3 doigts et profond d'1 pouce. Ce trou était un peu devenu le centre de gravité de son corps. Il l'avait comme tout entière, lentement, attirée à lui. Elle ne pouvait plus se tenir que courbée, de travers. Voilà. Et cette femme de 50 ans, elle meurt, elle est morte dans la nuit. Vous voyez que pendant très très longtemps, cette femme n'a jamais montré son cancer du sein. Jamais. Vous voyez. Et on peut penser évidemment que la souffrance de vie qu'il y avait dans son histoire a complètement gommé cette espèce de souffrance du corps qui pour elle était peu de choses. Peu de choses au regard de toutes les fractures qu'il y avait dans sa vie. Bon, il y aurait comme ça beaucoup d'exemples dans les personnes qui vivent à la rue, parce que il m'est arrivé d'en rencontrer, mais il y a aussi beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. En revanche, si vous vous occupez de ces personnes, si vous les hospitalisez par exemple, si vous leur donnez des soins, si vous leur donnez de l'amitié, de la reconnaissance, peu à peu ils vont recommencer à avoir mal. Hein. C'est extraordinaire, mais ça montre que ce corps qu'ils refusent de soigner est un corps qui est complètement dénarcissisé, complètement désinvesti. C'est un corps qui est autre que soi. Leur souffrance, elle n'est pas dans leur corps, elle est dans leur vie. Mais si on les reconnaît comme personnes, si on les reconnaît comme des hommes ou des femmes qui ont une dignité et une valeur, alors ils vont recommencer à se sentir valables. Et à ce moment-là, ils vont commencer à avoir mal. C'est aussi tout à fait étonnant. Je vais prendre maintenant, alors là c'est la douleur, c'est la donc, douleur subie, douleur choisie, la douleur, la souffrance de vie qui fait qu'on ne ressent pas vraiment la douleur. Je vais prendre un quatrième exemple, la douleur contre la souffrance. Hein. La douleur utilisée par beaucoup d'adolescentes, mais aussi par des garçons, contre des souffrances qui sont aussi dans leur vie et qui sont des souffrances souvent liées à l'inceste, aux abus sexuels, aux maltraitances familiales, au manque d'amour, à, à- à l'absence du père qui est aussi très présente. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples de cet ordre-là. Il s'agit donc de se faire mal, mais pour avoir moins mal. Pour le dire autrement, se faire mal à son corps, entre guillemets, mais pour avoir moins mal finalement dans son existence. C'est ce que m'a dit de manière magnifique une adolescente qui s'est scarifiée pendant plusieurs mois. Elle avait 16 ans quand elle a commencé à se scarifier. Et donc, voilà comment elle m'explique pourquoi elle s'est scarifiée pendant cette époque. Je la cite. Elle dit, t'es tellement malheureuse au fond de toi-même. C'est le chagrin d'amour. T'es tellement malheureuse dans ton cœur, et alors tu te fais mal pour avoir une douleur corporelle plus forte, pour ne plus sentir ta douleur dans le cœur. Tu vois un peu comment c'est. Oui, c'est une formule magnifique. Se faire mal à son corps pour avoir moins mal à son cœur.
Corazon, je ne me rappelle plus en espagnol, Corazon, je crois. Voilà. Et pourquoi, à quel moment Muriel, d'ailleurs, s'est-elle scarifiée, s'est-elle entaillée? Elle était amoureuse à l'époque d'un garçon dealer qui a été arrêté par la police et qui est en garde à vue. Et quelqu'un lui annonce que son copain est en garde à vue. Elle a 16 ans, et quand on a 16 ans, évidemment, on n'a pas énormément de recul finalement par rapport à son histoire de vie. Et pour Muriel, c'est un petit peu comme si finalement son amour était impossible, comme si le monde entier s'acharnait contre elle et son copain. Elle est donc dans un sentiment d'impuissance totale. Elle erre dans les rues de Strasbourg, et c'est là où elle va s'asseoir sur un banc. Elle va découvrir des tessons de bouteilles, et intuitivement, elle va prendre un tesson de bouteille et elle va imprimer sur son avant-bras le prénom de son copain. Et c'est là, quelques années plus tard, quand je l'interroge, qu'elle me dit qu'elle a voulu se faire mal à son corps pour avoir une douleur plus forte, pour ne plus ressentir la douleur qui est dans son cœur. Hein, c'est vraiment une phrase magnifique. Mais c'est une manière aussi, finalement, de traduire ce que ressentent des centaines de millions d'adolescentes à travers le monde qui s'entaillent de manière très régulière. Voilà. Bon, là aussi, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples. Ah oui, par exemple, je me souviens de cette adolescente qui avait été victime d'inceste, et qui disait que finalement, l'escarification était pour elle une manière de gérer sa souffrance. Gérer sa souffrance. À chaque fois qu'elle se remémorait l'inceste, elle s'entaillait parce que ça lui permettait de sortir de ce sentiment de rage, d'impuissance, de ce que les Anglais appellent le breakdown, le sentiment d'effondrement. C'était une forme de résistance. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui a été traduit au Mexique, La peau et la trace, où j'analyse les scarifications comme des techniques de survie, comme des manières de ne pas mourir, justement, des formes paradoxales de défense contre la violence du monde extérieur. Et là, vous voyez, c'est encore une autre manière, une autre figure de la douleur, c'est la douleur contre la souffrance. C'est le paradoxe d'une douleur qui protège d'une souffrance, mais d'une douleur provoquée, d'une douleur délibérée, d'une douleur aussi, évidemment, dont l'adolescente ou l'adolescent est le maître. C'est elle ou lui qui décide de la profondeur de l'entaille, du lieu également, etc., etc. Et puis, vous avez une autre donnée qui est aussi un cinquième, où je peux en parler. Je vois qu'il est moins 10, je crois que j'ai encore un petit peu de temps, alors je vais parler d'une autre forme de douleur que je ne pensais pas aborder ce soir. C'est ce que j'appelle la douleur nécessaire. C'est le fait, ça traduit un certain nombre de douleurs chroniques que la médecine est complètement impuissante à soulager, et d'autant plus impuissante qu'elle ne comprend pas. Ce sont des hommes ou des femmes qui souffrent terriblement, mais il n'y a rien apparemment dans leur corps qui est abîmé, qui est lésé. Alors là aussi, dans un certain nombre de recherches que j'ai pu mener, mais aussi que des psychanalystes ont pu élaborer de leur côté, on s'aperçoit qu'il y a des douleurs chroniques qui sont provoquées à son insu par la personne elle-même, qui se fait mal sans qu'il y ait physiologiquement, neurologiquement de raison. Mais on découvre qu'il y a en revanche, dans les histoires de vie, des fractures d'enfance. C'est-à-dire des moments où lorsque ces hommes ou ces femmes étaient plus jeunes, ils ou elles ont vécu, par exemple, des incestes, des abus sexuels, des violences, etc. Donc très souvent, elles ont oublié qu'elles avaient eu lieu. Mais tout se passe. En fait, ce sont des enfants qui se sont reconstruits autour de cette blessure d'enfance, qui ont réussi à construire un semblant, comment dire, pas un semblant, mais qui ont construit en tous les cas une existence, mais il y avait des fondements qui étaient très fragiles, qui étaient très vulnérables. Et à un moment donné dans la vie, souvent vers 40, 50 ans, quelque chose
s'effondre. Parce qu'il y a, par exemple, des événements dans la vie à cet âge-là, 40, 50 ans ou plus, qui font que tout s'effondre. Des séparations affectives, des deuils, le passage d'âge aussi, la ménopause, des choses comme ça, qui font que soudain, la personne se retrouve à nouveau nue devant son histoire personnelle. Et tout se passe comme s'il y avait une sorte de retour de l'enfant sur le temps présent qui venait potentialiser des douleurs. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre Anthropologie du corps et modernité de la physiosémantique. Non pas de la psychosomatique, puisque psychosomatique, c'est un terme très dualiste, psycho, l'âme, somatique, le corps. Physiosémantique, en fait, c'est le fait que la physiologie est toujours du sens. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toute somatisation est une sémantisation. Et là, c'est encore plus spectaculaire, parce que vous avez donc 20 ans, 30 ans après, une sorte de retour d'une souffrance qui fait que les gens ont très mal au dos, ou ils ont très mal à la tête, ou ils ont des douleurs partout dans le corps, mais la médecine est totalement impuissante. Elle dit à ces patients-là, vous n'avez rien, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Leur douleur n'est pas dans leur corps, elle est dans leur histoire d'une certaine manière. Et ça, c'est ce que j'appelle la douleur nécessaire. Mais paradoxalement, c'est aussi une douleur qui permet d'exister. Hein. On pourrait dire d'ailleurs que partout où on a mal, c'est là où on est. Hein. On existe là où on a mal. Donc c'est aussi pour ces personnes, cette douleur nécessaire est aussi pour ces personnes une manière de se rappeler qu'elles existent, une manière de colmater par la douleur de leur corps, colmater ou guérir ou soulager en tous les cas des souffrances d'enfance qui sont terribles. Voilà. Et puis finalement, il y a la dernière figure de la douleur qui est la plus spectaculaire, évidemment. C'est comment on peut en arriver à érotiser la douleur. Hein. Comment la douleur peut provoquer de la jouissance. Comment la douleur peut provoquer même de l'orgasme. Je souligne le terme orgasme parce que c'est pas un petit plaisir comme ça. C'est que vraiment, dans le scénario sadomasochiste, il y a un moment où l'orgasme intervient chez l'homme ou chez la femme, par exemple. Et donc, en se faisant fouetter, en se faisant scarifier, en se faisant taper dessus. Donc, il y a une sorte de renversement spectaculaire de ce que, en principe, on devrait ressentir quand on est entaillé, quand on est battu, voilà. Mais ce sont des personnes qui érotisent leur douleur, mais qui l'érotisent de façon très précise aussi. C'est très ritualisé, le sadomasochisme. Hein. Il ne faut pas croire qu'on va faire plaisir à un masochiste qui se promène dans la rue en l'attaquant et en lui donnant des coups de poing. Il aura mal exactement comme nous. Mais dans le scénario qu'il va co-construire avec une autre personne, par exemple, qui va jouer le rôle de la personne sadique, entre guillemets, c'est là où il va ressentir de la jouissance. Alors, je vous en donne juste un exemple que j'emprunte à l'histoire de la littérature, parce que c'est Marcel Proust, dans La Recherche du temps perdu, et dans l'un des tomes de La Recherche du temps perdu qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Le baron Charlus, qui est l'un des grands personnages de la recherche, le baron Charlus est un homme qui, manifestement, est masochiste et qui, on est au début du XXe siècle, qui donc va dans un bordel parisien à son habitué, la femme qui le fouette pour qu'il ressente sa jouissance. Ce jour-là, le baron Charlus arrive au bordel et malheureusement, la femme qui s'occupe de lui est prise par un autre client. Alors la tenancière explique au baron Charlus, nous sommes désolés, votre dame est partie avec un autre client, ça risque de durer très longtemps. Mais par contre, on a une petite jeune qui vient d'arriver, les clients sont très très contents avec elle, vous pouvez toujours essayer. Alors, le baron Charlus n'a pas le choix, de toute façon, il va dans la chambre avec cette petite jeune qui débute. Quelques minutes après,
Le baron Charlus sort en hurlant dans les couloirs et dit « Mais elle se moque de moi, elle se moque de moi, c'est un scandale, je ne reviendrai plus jamais. » Que s'est-il passé? Vous l'imaginez très bien. Cette toute jeune fille qui commençait malheureusement sa carrière n'aurait jamais pensé que quelqu'un allait lui demander de le fouetter. Donc, quand le baron Charlus a dit, voilà, vous allez me fouetter très durement, etc., elle a cru qu'il plaisantait. Mais c'était évidemment absolument pas le cas. Mais à partir du moment où le scénario est déconstruit, ça devient évidemment intolérable pour le baron Charlus. Il devient absolument incapable d'éprouver de la jouissance. Parce que d'une certaine manière, c'est ridicule finalement, tous les scénarios masochistes, quand on les regarde de loin, quand on n'est pas soi-même masochiste. Quand on regarde des films, par exemple, où il y a des séquences masochistes, ça nous fait toujours un peu rigoler. Mais par contre, pour la personne qui est dans ce scénario, qui croit, qui fait semblant de croire, mais qui croit sincèrement, disons, au scénario, ça fonctionne. Voilà. Donc, on voit d'ailleurs là aussi combien la jouissance ou la souffrance est toujours une affaire de sens. On est toujours dans la dimension du sens. Donc, pour moi, en tant qu'anthropologue, la douleur est d'abord un phénomène sémantique en quelque sorte, un phénomène de sens. J'arrive pas à le dire autrement. La dimension neurophysiologique s'efface complètement devant cette puissance du sens dans notre condition humaine. Voilà. On pourrait prendre d'ailleurs aussi des exemples d'infirmières, par exemple. Je pense à Simone de Beauvoir, par exemple. Il y a un très beau moment dans son livre sur la mort de sa mère, alors, le titre m'échappe tout de suite, c'est dommage. Mais donc, il y a un très beau livre où Simone de Beauvoir raconte les derniers jours de sa mère. Elle raconte que dans l'hôpital où sa mère est prise en charge, il y a plusieurs infirmières. Et plusieurs infirmières qui s'assiedent au chevet de cette femme et qui lui font des massages, par exemple, ou qui lui parlent. Et Simone de Beauvoir explique qu'il y a une infirmière qui a un impact de soulagement absolument extraordinaire. Il suffit que cette femme s'assied auprès de la mère de Simone de Beauvoir, mette sa main sur les lieux où elle a mal, et la mère de Simone de Beauvoir se sent immédiatement soulagée. Et Simone de Beauvoir explique, lorsque c'est une autre infirmière qui vient, elle peut faire exactement les mêmes gestes, ça n'aura aucun impact. Vous voyez, là aussi, on est dans la dimension du sens, uniquement dans la dimension du sens. Le neurophysiologique s'efface toujours devant la puissance du sens. En d'autres termes, d'ailleurs, nous ne sommes jamais totalement démunis devant la douleur qui nous frappe. Nous disposons d'un certain nombre de techniques ou de soutien autour de nous pour nous aider à surmonter cette épreuve. Merci infiniment de votre patience, de votre écoute. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Merci à vous et merci beaucoup pour cet merveilleux cadeau que vous nous faites de la générosité et de la sensibilité. Vous êtes extraordinairement indispensable. Merci beaucoup, Raissa. Et le livre de Simone de Beauvoir, c'est Une mort douce. Une mort douce, voilà. Oui. 150 luttes existèrent demandées de l'ouverture pour ressentir les différentes nuances, les subtilités de l'être et corps, avec ses douleurs profondes et aussi ses plaisirs à propos de ces éléments fondamentaux pour comprendre les corps dansants, n'est-ce pas? Les corps qui dansent et les arts du corps, et le performance, etc. Voilà. La douleur et le plaisir, c'est très, très intéressant. Et vous avez dit dans votre livre Anthropologie de la douleur, dans toute douleur, il y a potentiellement une dimension initiatique, une prétention à vivre la conscience d'exister avec plus d'intensité. Si nous parlons de la danse, je pense,
il semble que nous apprenions à éviter la douleur et à vivre avec elle dans cette sorte de sacralité du mouvement, en obtenant le plaisir d'être dans l'espace-temps ou un autre espace et un autre temps, n'est-ce pas? Bon, merci beaucoup, David Le Breton. Merci, Raiza. Muchas gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos. Mil gracias al equipo de TV UNAM. Gracias a Festival Aleph. Nos vemos pronto.